Elvis Presley, l'incontestable roi du rock'n'roll, n'est pas qu'une simple légende musicale. Il demeure une icône culturelle mondiale. Pourtant, depuis son décès en 1977, sa disparition est devenue l'un des plus grands mystères de l'histoire du divertissement. Plus de 4 décennies durant, les rumeurs autour de sa mort n'ont cessé de circuler, poussant fans et chercheurs à une quête incessante de vérité. En 2027, un événement stupéfiant a ébranlé le monde. La tombe d'Elvis Presley fut ouverte après 50 ans. Ce que les experts et le public y ont découvert a sidéré la planète entière. L'écho de Tupelo, naissance et première fissure d'un mythe. Pour véritablement saisir l'essence d'Elvis Presley, il est impératif de se pencher sur ses années formatrices. Elvis Aaron Presley vit le jour le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, au sein d'une famille modeste. Les Presley résidaient dans une petite habitation modeste avec ses parents, Vernon et Gladys Presley. Elvis avait un jumeau, Jesse Garon, né 35 minutes avant lui, qui s'éteignit malheureusement peu après sa venue au monde. Les parents, accablés de chagrin et désemparés, reçurent un signe inattendu. Vernon se souvenait de son père posant une main sur le ventre de Gladys, affirmant qu'un autre enfant s'y trouvait. C'était en 1935, à une époque où la technologie et la médecine étaient loin de pouvoir prédire une gémellité. Cet événement forgea un lien singulier entre Presley et ses parents, en particulier avec sa mère. Avant qu'Elvis ne connaisse une vie foisonnante de performances électrisantes, avant qu'il ne devienne un sex-symbole adulé par des millions d'individus, il menait une existence des plus modestes. Cela tenait au fait que Vernon et Gladys étaient des membres fervents de l'Église de Dieu. Malgré les dogmes et les règles strictes de leur confession, l'Église devint pour Elvis le creuset de son inspiration musicale. L'écoute des airs d'orgue et des hymnes chantés par la congrégation alluma en lui la flamme de la musique dès son plus jeune âge. Bien que la famille Presley fût profondément pieuse, elle devait néanmoins affronter de lourdes difficultés financières. En fait, la demeure natale d'Elvis pourrait aisément être qualifiée de cabane. Vernon exerça une multitude de métiers, passant de l'un à l'autre, offrant ses services pour des réparations et de l'entretien à domicile. La situation devint si désastreuse que la famille dut compter sur l'aide de ses voisins et l'assistance gouvernementale. Pour couronner le tout, ils perdirent leur foyer en 1938, à peine 3 ans après la naissance d'Elvis, lorsque Vernon fut condamné à 8 mois de prison pour avoir falsifié un chèque, geste qu'il avait jugé nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille en détresse. Malgré la misère dans laquelle il vivait, Elvis tira le meilleur parti de son existence et développa une passion encore plus ardente pour la musique, en particulier durant ses heures passées à l'église. Lorsque ses parents ne purent lui offrir un vélo, Gladys suggéra d'acquérir une guitare. Elvis démontra un talent considérable, et Vernon et Gladys nourrissaient l'espoir qu'il brillerait en tant que musicien, car ils ne pouvaient compter que sur ses aptitudes. Concernant sa scolarité, Elvis entra en première année à l'East Tupelo Consolidated School en septembre 1941. Ses éducateurs ne tarissaient pas d'éloges sur ses capacités académiques ou sa détermination, le qualifiant souvent des « élèves moyens ». Cependant, c'est à cette période qu'Elvis se produisit pour la première fois en public. Il participa à un concours de chant lors de la Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show le 3 octobre 1945, à seulement 10 ans, interprétant All Sheep de Red Foley. Les détails précis de cet événement demeurent flous, mais des rumeurs persistantes affirment qu'Elvis termina 5e, un résultat remarquable pour un enfant de cet âge. Elvis poursuivit son exploration musicale et fut initié à la guitare par 2 de ses oncles et un pasteur de l'église familiale. En septembre 1946, il fut transféré dans une autre école pour entrer en 6e année. Avec sa guitare, Elvis espérait capter l'attention et recevoir des éloges, mais ce fut l'inverse qui se produisit. Ses camarades de classe le surnommaient le « gamin de la décharge », ne sachant jouer que de la musique hillbilly. Il était clair que ce jeune garçon talentueux avait une carrière musicale devant lui, aussi les parents d'Elvis décidèrent qu'il serait préférable de déménager à Memphis, Tennessee, en novembre 1948. Malheureusement, il semblait que le rêve familial pour leur fils allait être brisé avant même qu'il ne se concrétise. Après leur arrivée à Memphis, Elvis s'inscrivit à l'école secondaire LCUM, mais ses résultats scolaires ne s'améliorèrent pas. Cette fois, il n'excellait pas non plus dans les cours de musique. Ses professeurs de musique à LCUM High School lui attribuèrent un C en musique en 8e année. Ils informèrent les parents d'Elvis qu'il n'avait aucun talent pour le chant ni pour bâtir une carrière musicale. Ce jugement reposait sur sa prestation de Keep Them Cold Ici Fin Geoff Me de Fairly Old. Il semblait qu'Elvis serait la cible de moqueries,
quelle que fût l'école qu'il fréquentait, car les autres élèves du lycée l'appelaient le « fils à maman » et se moquaient de lui lorsqu'il se promenait, toujours accompagné de sa guitare. Cela affecta sa confiance en lui et ses performances, car, par rapport à ses jeunes années, Elvis était devenu timide sur scène. Cependant, rien de tout cela ne le découragea, et il continua de poursuivre sa passion. En 1950, Elvis commença à pratiquer la guitare et à s'améliorer avec l'aide de son voisin, Lee Danson. Les deux formèrent un petit groupe de rockabilly avec d'autres, comme Dorsey et Johnny Burnett. Cela eut un impact majeur sur Elvis, y compris sur la manière dont il s'exprimait au cours de sa 3e année scolaire. L'ascension inévitable ou la naissance d'une légende du rock'n'roll. Après avoir décroché son diplôme de lycée en août 1953, Elvis Presley se rendit au Memphis Recording Service pour enregistrer 2 titres. À l'époque, le coût d'enregistrement était d'environ $4. C'est lors de cette séance qu'il immortalisa My Happiness et That's When Your Heart Begin sur un disque en acétate. Elvis expliqua que ces 2 morceaux étaient un cadeau pour sa mère, désirant lui prouver son talent vocal en studio. Le studio appartenait à Sam Phillips, que beaucoup considèrent comme le berceau du rock'n'roll. Un an plus tôt, en 1952, Sam avait inauguré le studio dans un petit local loué sur Union Avenue, avec l'ambition d'offrir aux artistes émergents l'opportunité d'enregistrer leur musique. Après avoir enregistré My Happiness et That's When Your Heart Begin, Elvis revint en janvier 1954 pour un second essai. Il enregistra I'll Never Stand in Your Way, mais sans résultat probant. Elvis ne reçut ni rappel ni intérêt de la part des producteurs ou des agences de talent. Il fut même rejeté lors d'une audition pour un groupe local appelé The Songfellow. De même, il fut refusé par un autre groupe dirigé par Eddie Bon. Malgré ses échecs, Sam Phillips continua de chercher la voix qui incarnerait le son qu'il désirait promouvoir. À cette époque, le blues n'était pas le genre le plus prisé, rendant difficile pour Elvis de percer dans l'industrie musicale. Finalement, Elvis saisit l'opportunité de faire entendre sa voix à un public plus vaste. Le succès fut tel que That's All Right fut diffusé en boucle pendant 2 heures. Suite à ce triomphe, Sam invita Elvis à participer à son émission pour une interview. Ils enregistrèrent ensuite Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe, avec Sam comme producteur. Ce morceau dégageait une ambiance singulière, et Presley sortit un disque avec That's All Right d'un côté et Blue Moon of Kentucky de l'autre. À mesure que l'intérêt du public pour ces enregistrements grandissait, Elvis, accompagné de Scotty et Bill, se produisit au Bon Air Club le 17 juillet 1954. En août 1955, Sun Records publia 10 singles, dont plusieurs avec la musique d'Elvis, désormais accessible à un public élargi. Les journalistes commencèrent à le louer pour sa capacité à fusionner les styles musicaux tout en conservant l'essence des rythmes blues. Cependant, cette fusion des genres attira également son lot de critiques. Certaines stations de radio refusèrent de diffuser sa musique, estimant qu'il avait le même style qu'un artiste noir, tandis que les stations R&B prétendaient qu'il chantait comme un hillbilly et refusaient également de diffuser ses morceaux. Cette synergie des genres musicaux donna naissance à un nouveau style, le rockabilly, dont Elvis fut le pionnier. Quelques années après le début de sa carrière, les gens commencèrent à le surnommer The King of Western Bop, The Hillbilly Cat et The Memphis Flash. Malgré cet accueil parfois mitigé, les maisons de disques continuaient de le solliciter. À l'âge de 20 ans, Presley signa un contrat de $40 000 avec RCA Victor, officialisant ainsi son statut de rockstar. Amour et blessure, ou le conte d'Elvis et Priscilla. En Allemagne, Elvis trouva une lueur d'espoir en rencontrant Priscilla Beaulieu, une jeune femme qui venait d'y emménager. Sa famille lui avait présenté Elvis, marquant le prélude de leur relation inoubliable. Le père de Priscilla, le capitaine Joseph Beaulieu, avait déplacé sa famille du Texas vers la base aérienne de Wiesbaden. Ayant perdu son père biologique dans un accident d'avion jeune, Priscilla allait entamer un nouveau chapitre de sa vie avec Elvis. Un ami commun l'aida à obtenir une invitation à l'une des soirées d'Elvis, là où leur idylle débuta. Ils tombèrent éperdument amoureux. Après une romance fulgurante, ils se marièrent lors d'une cérémonie à Las Vegas en 1967. À ce moment-là, la vie d'Elvis semblait s'éclaircir. Il avait trouvé un certain équilibre avec Priscilla, et peu après leur mariage, ils accueillirent leur fille Lisa Marie en 1968. Il semblait que le bonheur du couple se déployait enfin comme il l'avait imaginé. Cependant, la joie ne dura pas éternellement. À mesure que les années 1970 s'écoulaient, Elvis et Priscilla durent faire face à leur propre trahison, et les fissures dans leur relation commencèrent à apparaître.
La pression de la carrière d'Elvis, combinée à des luttes personnelles, exerça une tension grandissante sur leur mariage. En 1973, leur relation s'était détériorée et ils se séparèrent finalement, Priscilla assumant le rôle de principale tutrice de leur fille Lisa Marie. Malgré la fin de leur mariage, Elvis et Priscilla maintinrent un lien pour le bien de leur fille, Priscilla étant souvent un soutien durant les moments difficiles de la vie d'Elvis. La chute du roi, le tragique déclin d'Elvis Presley. En 1958, Elvis Presley s'engagea officiellement dans l'armée des États-Unis au Fort Chaffee en Arkansas. Après avoir achevé sa formation de base et progressé au Fort Hood au Texas, il enregistra 5 chansons à Nashville entre le 28 mars et le 17 septembre. Cependant, durant cette période, Elvis subit une perte personnelle profonde avec le décès de sa mère, Gladys, qui mourut à l'âge de 46 ans le 14 août après une bataille contre l'hépatite. Sa mort affecta profondément Elvis, le transformant à jamais. Cherchant une nouvelle voie, Elvis se tourna vers la télévision et le cinéma. Il apparut dans le Frank Sinatra Timex spécial, où seulement 8 minutes de chant rapportèrent près de $125 000 à son manager. Reconnaissant le potentiel financier de la télévision, son manager, le colonel Tom Parker, incita Elvis à poursuivre des films à gros budget. Presley joua dans des films comme Flaming Star, Wild in the Country et Kid Galahad, mais ces films ne rencontrèrent pas le succès commercial escompté. Elvis commença alors à reconsidérer son avenir dans les films à la formule hollywoodienne. Cependant, la joie qu'Elvis trouvait autrefois dans la musique commença à s'estomper alors qu'il luttait contre une dépression sévère. Prisonnier d'un cycle de rôles cinématographiques, son seul succès notable durant cette période vint des bandes sonores, avec 8 singles publiés entre janvier 1967 et mai 1968, dont seulement 2 réussirent à entrer dans le top 40. Son album de bande sonore Speedway atteignit une décevante 82e place au classement en 1973. La santé d'Elvis se détériora rapidement. Il fit 2 overdoses de barbiturique cette année-là et fut hospitalisé pendant 3 jours après la première overdose. Il développa également une dépendance à la pétidine, un analgésique opioïde. Cette même année, il était prévu pour 168 concerts, sa tournée la plus chargée à ce jour, et aussi la période où sa santé était au plus bas. Malgré son déclin physique, Elvis continua de respecter son emploi du temps de performance exigeant. En 1974, l'état de santé d'Elvis se détériora davantage. Lors d'une performance programmée à l'Université du Maryland, il sortit de sa limousine en titubant, refusant toute aide, et resta immobile sur scène, micro à la main, comme un poteau. Les gens commencèrent à se demander s'il était malade ou s'il luttait contre une dépendance aux drogues, car il avait à peine terminé ses introductions. Au début de l'année 1977, Elvis était méconnaissable, ayant pris du poids et développé de graves plaies sur son corps. Les rapports indiquaient que dans les 7 mois précédant sa mort, il avait reçu des prescriptions pour près de 9000 pilules, flacons de médicaments et injections. Sa parole devint inintelligible, et il était évident qu'il ne pouvait plus continuer à se produire. Le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans, Elvis Presley fut retrouvé sans vie dans sa salle de bain par sa petite amie, Ginger Alden. L'autopsie révéla que son cœur était 2 fois plus gros que la normale, ce qui était très inhabituel pour quelqu'un qui n'avait jamais fumé, et ses poumons montraient de graves problèmes. Son corps semblait ne plus fonctionner correctement, incapable d'éliminer les déchets. Ce qui avait commencé comme une vie pleine d'espoir se termina dans la tragédie, marquant la fin prématurée de l'une des carrières les plus légendaires de l'histoire de la musique. Le mystère de Graceland, enquête sur la mort du roi. La mort d'Elvis Presley en 1977 secoua le monde, mais dès le départ, rumeurs et théories du complot commencèrent à circuler, remettant en question la véritable nature de son décès. Bien qu'il existe des preuves substantielles confirmant qu'Elvis est bien décédé le 16 août 1977, de nombreux fans et théoriciens du complot continuent de croire qu'il a simulé sa mort afin d'échapper aux pressions accablantes de la célébrité. Au fil des décennies, cette théorie est restée un aspect majeur et persistant de l'héritage d'Elvis. L'un des événements les plus choquants et controversés liés à la mort d'Elvis Presley eut lieu en 2027 lorsque sa tombe à Graceland, sa résidence emblématique à Memphis, Tennessee, fut ouverte pour inspection. Pendant 50 ans, la tombe d'Elvis était restée scellée, mais dans ce tournant inattendu des événements, il fut révélé que la tombe était en cours d'examen et de préservation. La raison invoquée était de protéger la signification historique et culturelle du site funéraire de Graceland. Cependant, cet événement suscita immédiatement la controverse, ravivant le débat sur la mort d'Elvis et la possibilité qu'il soit encore en vie.
Lorsque les chercheurs et les conservateurs examinèrent la tombe, ils découvrirent certaines anomalies qui alimentèrent encore plus le scepticisme. L'une des découvertes les plus alarmantes fut une discordance entre la tombe d'Elvis et la documentation antérieure. Ces différences soulevèrent des questions sur l'authenticité de la tombe et amenèrent beaucoup à se demander si elle était réellement le lieu de repos final du roi du rock'n'roll. Les personnes impliquées dans l'examen ne purent fournir d'explications claires pour ces incohérences, et les autorités choisirent de ne pas faire de déclarations officielles, approfondissant ainsi la conspiration autour de la mort d'Elvis. Révélations et questions, des indices inquiétants au cœur du mystère. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurait une erreur flagrante sur la pierre tombale. Le deuxième prénom d'Elvis, Aaron, était mal orthographié sous la forme Aaron. Bien que cela puisse facilement être attribué à une erreur administrative, certains théoriciens du complot soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un acte délibéré, un indice subtil suggérant que la mort d'Elvis n'était pas telle qu'on nous l'a présentée. Selon ces théoriciens, Elvis aurait modifié son deuxième prénom dans le cadre d'un plan plus vaste pour tromper le public sur sa mort. La théorie avance que cette faute d'orthographe est une erreur intentionnelle destinée à amener les gens à croire qu'il y avait quelque chose de suspect dans toute cette histoire. En plus de l'erreur de nom, une autre découverte inquiétante fut l'état de la tenue funéraire d'Elvis. Malgré le fait qu'il soit enterré sous terre depuis 50 ans, les vêtements semblaient étonnamment bien préservés. Cela souleva de nouvelles questions sur l'authenticité de son enterrement. Certains spéculèrent qu'Elvis avait peut-être été enterré dans un autre lieu et que la tombe que nous voyons aujourd'hui pourrait être un leurre pour dissimuler la vérité. L'idée qu'Elvis a pu être enterré ailleurs, peut-être dans un endroit privé et caché, fait partie des théories du complot entourant sa mort depuis longtemps. L'idée qu'Elvis a simulé sa mort pour échapper aux projecteurs n'est pas nouvelle. Au fil des années, de nombreuses apparitions d'Elvis ont été rapportées, avec des personnes affirmant avoir vu la légende du rock vivante et bien portante à différents endroits à travers l'Amérique du Nord. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'Elvis a simulé sa mort en 1977 pour vivre en retrait, loin de l'intense surveillance du public. Ils considèrent ces apparitions supposées comme des preuves qu'Elvis a réussi à échapper à la célébrité qui avait englouti sa vie. L'une des apparitions les plus célèbres et controversées eut lieu en 1989, lorsqu'un groupe de fans d'Elvis forma la Elvis Sighting Society dans le but de documenter toutes les apparitions présumées d'Elvis après sa soi-disant mort. Cette organisation recueillit un grand nombre de témoignages de personnes affirmant avoir vu Elvis dans divers endroits. Certaines apparitions se produisirent même dans des lieux des plus improbables, comme des centres commerciaux, des aéroports et dans les rues des grandes villes des États-Unis et du Canada. L'une des preuves les plus durables que les théoriciens du complot mettent en avant est une affirmation selon laquelle Elvis aurait fait une apparition dans le film Maman, j'ai raté l'avion, 1990. Selon la rumeur, Elvis serait brièvement apparu dans une scène d'aéroport déguisé en homme barbu portant un pull à col roulé. Les partisans de la théorie croyaient que cela prouvait qu'Elvis avait simulé sa mort et vivait sous une fausse identité. Cependant, lorsqu'un enquêteur examina cette affirmation, il découvrit que l'homme en question n'était pas Elvis, mais plutôt un homme nommé Gary Richard Groth, un ami du réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, Chris Columbus. Groth, qui était décédé en 2016, avait été confirmé par son fils comme étant un figurant dans le film. Cette révélation discrédita l'affirmation selon laquelle Elvis était apparu dans le film, mais cela n'a pas suffi à calmer les théories du complot entourant sa mort. L'énigme persistante, preuve ambiguë et mythe du roi. Malgré les découvertes qui ont discrédité certaines des affirmations les plus fantaisistes, les doutes entourant la mort d'Elvis persistent. L'une des preuves les plus convaincantes pour ceux qui croient qu'Elvis a simulé sa mort est l'ambiguïté des réponses des membres de sa famille lors des interviews après son décès. Dans une interview de 2003 avec Larry King, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, fut interrogée sur sa capacité à ressentir la présence de son père. Sa réponse fut particulièrement vague et elle sembla éviter de donner une réponse directe, ce qui amena certains spectateurs à croire qu'elle laissait subtilement entendre qu'Elvis était toujours vivant. De même, lors d'une interview en 2005 avec Oprah Winfrey, Priscilla Presley, l'ex-femme d'Elvis, fit une remarque qui sembla suggérer qu'Elvis était toujours vivant. Elle parla d'Elvis au présent, comme s'il faisait toujours partie de sa vie. Bien que cette remarque soit probablement involontaire, elle a alimenté les soupçons des fans et des théoriciens du complot qui croient qu'Elvis n'est jamais réellement mort. Ces déclarations ambiguës ont été interprétées par certains comme une preuve que la famille Presley serait impliquée dans la dissimulation de la mort d'Elvis.
Certains théoriciens du complot affirment que la famille aurait pu être complice de la mise en scène de la mort d'Elvis afin de protéger sa vie privée et de lui permettre de vivre en paix. Cependant, la famille Presley a constamment nié ces affirmations, et il n'existe aucune preuve concrète pour soutenir la théorie selon laquelle Elvis serait encore vivant. La persistance de la conspiration de la mort d'Elvis. Malgré l'absence de preuves définitives pour soutenir l'idée qu'Elvis Presley a simulé sa mort, les théories du complot continuent de prospérer. Le mystère entourant la vie et la mort d'Elvis, combiné aux découvertes inhabituelles faites lors de l'examen de sa tombe, ont maintenu cette théorie vivante dans la culture populaire. Les rumeurs sont alimentées par des fans qui refusent d'accepter que le roi du rock'n'roll soit réellement parti, et ils continuent de chercher des signes qu'Elvis pourrait encore être parmi nous. La popularité persistante de ces théories du complot témoigne de l'image plus grande que nature qu'Elvis s'est créée au cours de sa carrière. La célébrité d'Elvis, combinée à ses luttes personnelles et aux circonstances mystérieuses entourant sa mort, a donné naissance à une multitude de théories sur sa vie et son héritage. Que ce soit Elvis est vivant aujourd'hui ou non, cela reste un mystère, mais les questions entourant sa mort continuent de captiver l'imagination des fans à travers le monde. En fin de compte, la conspiration de la mort d'Elvis Presley est un témoignage de la puissance du mythe et de la légende. Bien que la plupart des preuves pointent vers la réalité de la mort d'Elvis, les mystères qui entourent son décès continuent d'alimenter les spéculations et l'intrigue. Que ce soit les détails inhabituels découverts à Graceland ou les innombrables apparitions d'Elvis rapportées au fil des ans, l'héritage du roi refuse d'être facilement expliqué. Alors, après 50 ans, la tombe d'Elvis Presley a finalement été ouverte, et les découvertes choquantes ont laissé le monde stupéfait. Des détails étranges sur sa pierre tombale à ses vêtements remarquablement bien conservés, cela nous pousse à nous demander, Elvis est-il vraiment mort, ou est-ce tout simplement une partie d'une conspiration plus grande? Que pensez-vous de ces découvertes? Croyez-vous qu'Elvis a simulé sa mort pour vivre dans l'ombre, ou y a-t-il une autre explication? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intrigantes sur des légendes et leurs histoires non racontées. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.